crois que quelques années avant l'arrêt Bechta, donc ça doit être... non, oui, je crois. C'était Monsieur Abraham qui avait conclu sur l'incompétence du juge administratif pour juger justement de la légalité des interpellations. Je me souviens de ça. Enfin, ce n'est pas l'objet de son intervention, puisqu'il va traiter des retombées des arrêts justice au-delà du seul contentieux du droit des étrangers, et en particulier, j'imagine, sur les pouvoirs du juge. Je vais essayer de ne pas utiliser les 20 minutes pour laisser un peu plus de temps à la discussion. Mais enfin, on dit toujours ça au début, et puis on est toujours beaucoup plus bavard qu'on avait l'intention de l'être. Alors, effectivement, on m'a demandé de parler ce que je crois le programme appelle les retombées collatérales ou les effets collatéraux du contentieux des étrangers dans la jurisprudence administrative. Je comprends par là qu'il s'agit des effets qui dépassent le seul domaine du contentieux des étrangers, du droit des étrangers, et qui portent sur des aspects plus généraux de notre droit public. Alors, effectivement, le contentieux des étrangers a produit beaucoup de ces effets collatéraux ou de ces retombées collatérales, parce que, à l'occasion du contentieux des étrangers, un grand nombre de questions fondamentales du droit public en général, du droit tout court, sont nécessairement portées devant le juge. Et beaucoup de grands arrêts ont été rendus à propos d'affaires de contentieux d'étrangers, mais sur des objets dépassant de loin le cadre du contentieux des étrangers. Et ça n'est pas surprenant, c'est parce que le droit des étrangers, ou le contentieux des étrangers, se situe à l'intersection de plusieurs branches du droit. Le droit administratif, alors je laisse de côté le droit international privé, qui est intéressé par les questions de nationalité. Mais pour s'en tenir au droit public, il y a le droit administratif, naturellement. Les actes en cause sont presque toujours des actes administratifs, donc relevant du régime général des actes administratifs. Donc il n'est pas surprenant que des concepts essentiels du droit administratif soient en cause dans le contentieux des étrangers. Mais aussi le droit constitutionnel, car il y a dans la Constitution et dans son préambule un certain nombre de principes susceptibles de s'appliquer en matière de droit des étrangers, et le droit international. Et j'inclus dans le droit international le droit européen dans ces deux branches communautaires et droits de l'homme. Donc c'est un droit qui est, pour cette raison même d'ailleurs passionnant, qui se situe vraiment au confluent, à l'intersection de ces branches du droit, que sont le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit international, y compris le droit européen. Et c'est ce qui explique que, en réalité, s'il fallait vraiment étudier les effets collatéraux, comme on dit, du contentieux des étrangers, il faudrait bien plus que 20 minutes, car il y a de nombreuses questions qu'il faudrait aborder, et je n'en ai pas le temps, et comme je l'ai dit, je ne voudrais même pas utiliser mes 20 minutes. Donc je vais me borner à quelques remarques sur des points qui me paraissent essentiels. J'ai choisi un peu arbitrairement de souligner quelques domaines où le contentieux des étrangers a eu un impact dépassant le seul domaine du droit des étrangers. Et je crois que ces quelques exemples, je peux les regrouper autour de deux thèmes, de deux directions. D'une part, la hiérarchie des normes juridiques du droit français, et d'autre part, l'étendue et la nature des pouvoirs du juge. Je crois que le contentieux des étrangers a eu des effets dans ces deux directions, au moins, et bien d'autres probablement. La hiérarchie des normes, là, je pense qu'il y a lieu de souligner deux points. Le premier intéresse la Constitution et le second intéresse les traités internationaux. En matière constitutionnelle, et François-Julien Laferrière y a fait allusion il y a un instant, le premier grand arrêt Gisti de 1978 touche au préambule de la Constitution, et plus précisément au préambule de 1946, auquel renvoie le préambule de 1958. Et au-delà des conséquences spécifiques que le Conseil d'État a tirées de ces textes en ce qui concerne le droit des étrangers à une vie familiale normale, au-delà de cela, il y a d'abord la réaffirmation par le Conseil d'État à cette occasion de ce que le préambule de la Constitution a valeur normative, de ce qu'il est donc invocable devant les juridictions et applicable par les juges. Et la valeur normative du préambule s'étend naturellement au préambule de 1946, auquel renvoie, comme le dit l'arrêt Gisti, le préambule de 1958. C'est le premier rapport important de cet arrêt que de réaffirmer la valeur normative du préambule de la Constitution.
Il est vrai que l'arrêt comporte à cet égard une certaine ambiguïté, puisqu'il se réfère aussi aux principes généraux du droit. Il paraît dégager du préambule un principe général du droit dont il fait application. Alors, est-ce que c'est directement le préambule que le juge applique, ou est-ce qu'il n'y voit qu'une source d'inspiration pour les principes généraux du droit? Il y a une certaine ambiguïté dans l'arrêt Gisti, mais je crois quand même que la référence explicite dans l'arrêt lui-même du préambule de 1946 est une indication qui va dans le sens d'une prise en compte, et un peu plus qu'une prise en compte, du préambule de la Constitution comme norme juridique directement applicable par le juge. Et plus tard, je ferai allusion dans un instant à un autre arrêt rendu quelques années plus tard, l'arrêt Koné. Là, les choses sont beaucoup plus claires et manifestes. Le Conseil d'État s'appuie sur le préambule de 1946 pour dégager un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Et là, l'affirmation est beaucoup plus indiscutable. Donc, réaffirmation de la valeur normative du préambule de la Constitution, de façon encore un peu ambiguë dans l'arrêt Gisti, mais qui sera plus clair dans l'arrêt Koné un peu plus tard en 1900, dans les années 90, je me souviens plus, 96 exactement. Deuxièmement, les traités internationaux. Le contentieux des étrangers a été évidemment l'occasion d'affirmer leur invocabilité et leur primauté. Alors il est vrai que l'invocabilité et la primauté des traités internationaux procèdent d'abord de la Constitution elle-même, de son article 55, et a été affirmée dans toute sa portée, c'est-à-dire y compris à l'égard des lois postérieures, par l'arrêt Niccolo en 1989, dans un contexte qui était étranger au contentieux des étrangers. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas le Gisti qui est à l'origine de ce grand arrêt qu'a été l'arrêt Niccolo, affirmant qu'il appartient au juge d'écarter au besoin toute loi contraire à un traité international, fût-elle la loi postérieure même au traité, ce qui est l'apport de l'arrêt Niccolo. Mais enfin, de nombreuses affaires intéressant le contentieux des étrangers ont été pour le Conseil d'État l'occasion de compléter, de préciser, de réaffirmer la jurisprudence issue de l'arrêt Niccolo. Et il suffit de faire allusion à l'affaire Diop, dont on a sûrement déjà parlé, en 2001, dans laquelle le Conseil d'État a déclaré inapplicable, a laissé inappliquer une législation relative à la cristallisation des pensions pour la raison qu'elle était contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est aussi le contentieux des étrangers, on en a déjà parlé, qui a donné l'occasion au Conseil d'État de préciser un peu, pour autant que ce soit possible, le concept d'effet direct des traités internationaux, qui est un concept un peu insaisissable, parce qu'il consiste à distinguer entre les traités, voire à l'intérieur d'un même traité, les dispositions invocables et applicables par le juge et celles qui, s'adressant ou étant supposées s'adresser exclusivement aux États, sont sans effet immédiat dans l'ordre juridique interne, aussi longtemps en tout cas qu'elles n'ont pas été transformées en législation nationale. Les critères de l'effet direct ne sont pas satisfaisants, car personne n'a jamais réussi à les définir, en tout cas à en définir qui soient suffisamment opératoires pour que leur application aille de soi. Et c'est toujours une source de difficulté de savoir ce qui est d'effet direct et ce qui ne l'est pas. Mais enfin, le Conseil d'État a essayé un peu de le faire, et notamment dans la Gisti de 1997, affaire sur laquelle j'ai conclu, et suivi, je crois, je suis même sûr, par la formation de jugement, j'ai tenté de faire ressortir les critères de l'effet direct des traités internationaux, et cela évidemment dépasse de loin le seul domaine du droit des étrangers et du contentieux des étrangers. J'ai pensé pouvoir poser un principe qui est celui de l'effet direct. En principe, les traités internationaux sont d'effet direct, et il n'en va autrement que lorsqu'on se trouve dans l'une des deux exceptions, que sont d'une part une disposition qui manifestement ne vise qu'à créer des droits et obligations entre États, et qui est étrangère aux droits des individus,
et d'autre part une disposition qui certes intéresse les droits des individus, mais est formulée en termes trop flous, trop général, trop vagues, en termes programmatiques, trop général en tout cas pour pouvoir être immédiatement appliquée à des situations particulières. Alors, reste à savoir quelles conséquences le juge doit tirer du constat que tel traité ou telle stipulation d'un traité est dépourvu d'effet direct. Là, sur le point, je n'ai pas réussi à convaincre mes collègues de la section du contentieux. À mon avis, l'absence d'effet direct ne doit pas signifier l'absence d'invocabilité du traité. Je n'ai pas changé d'avis dessus, d'ailleurs, sur ce point. Ça signifie simplement qu'on ne peut pas directement accorder un droit individuel, un droit particulier, sur la base de la disposition dépourvue d'effet direct. En revanche, le contrôle des actes normatifs, les contrôles des actes normatifs internes au regard du traité doit être complet et, à mon sens, l'absence d'effet direct d'un traité pour la raison que ces clauses ne sont pas suffisamment précises pour être immédiatement applicables ne doit pas faire obstacle à un contrôle de la non-contrariété des normes internes par rapport au traité international qui est toujours obligatoire, même quand il n'est pas d'effet direct. Mais le Conseil d'État en a jugé autrement et dans l'arrêt Gistier de 97, il indique que dès lors qu'une disposition d'un traité n'est pas d'effet direct, elle n'est pas du tout invocable devant les tribunaux internes, ni à l'appui de la revendication d'un droit individuel, là-dessus je suis d'accord, ni non plus au soutien d'un recours dirigé contre un acte normatif, comme c'était le cas en l'espèce, puisque c'était un décret réglementaire qui était attaqué, et à mon sens, rien n'empêchait de confronter ce décret réglementaire à la norme internationale auquel, selon la requérante, il n'était pas conforme. Ce qui d'ailleurs n'était pas mon avis. Mais là, c'est une autre question et je ne veux pas entrer dans le détail de l'affaire de 97. Alors voilà en ce qui concerne les effets en matière de hiérarchie des normes. Et j'ai dit, deuxièmement, en matière de définition et d'étendue des pouvoirs du juge, indiscutablement, le contentieux des étrangers a joué un rôle important à deux égards, au moins à deux égards. Encore une fois, je ne suis pas exhaustif. D'une part, en ce qui concerne les pouvoirs d'interprétation du juge, son pouvoir d'interpréter la norme, et d'autre part en ce qui concerne son pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires pour préserver les droits des intéressés. En ce qui concerne le pouvoir d'interprétation de la norme, on peut mentionner deux aspects qui ont été fortement touchés par le droit des étrangers. D'une part, le pouvoir du juge d'interpréter la Constitution et son préambule. L'arrêt Gistier de 78 en est un exemple. L'arrêt Connet de 1996 en est un autre. Dans cette affaire d'extradition, le Conseil d'État dégage le principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel la France ne peut pas remettre à un État étranger la personne réclamée sous la forme d'une demande d'extradition lorsqu'il apparaît que la demande est motivée par un but politique. Et ceci même si le traité d'extradition en vigueur entre les deux États ne prévoit pas explicitement un tel cas de refus d'extradition. Une extradition dans une telle situation serait contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est-à-dire à un principe de valeur constitutionnelle. Pour dire cela, le Conseil d'État procède à une interprétation du préambule de la Constitution, puisque dégager un tel principe, c'est forcément interpréter le préambule de 1946 qui comporte cette référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. À l'époque, je sais que cet arrêt Connet a été diversement reçu par une partie de la doctrine qui a eu l'air de s'étonner, à mon avis bien à tort, que le Conseil d'État se reconnaisse ainsi le pouvoir d'affirmer l'existence, de dégager un principe de valeur constitutionnelle. Mais à partir du moment où le juge est compétent pour appliquer la Constitution, et on ne lui a jamais fait grief de le faire, en tout cas on ne lui avait jamais fait ce grief jusqu'en 1996, il a nécessairement le pouvoir de l'interpréter. Et ce n'est rien faire d'autre que d'interpréter la Constitution que de dégager un principe fondamental de valeur constitutionnelle. Alors ensuite, c'est une question évidemment de discipline interjuridictionnelle, si j'ose dire, c'est-à-dire il appartient au Conseil d'État de veiller à ce que sa jurisprudence en la matière n'entre pas en contradiction avec celle du Conseil constitutionnel et réciproquement. Mais on ne peut pas dire que dans l'arrêt Connet, le Conseil d'État ait dit quoi que ce soit qui aille à l'encontre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En tout cas, c'est une claire affirmation du pouvoir qu'a le juge, et
Naturellement, dans mon esprit, ça ne vaut pas que pour le Conseil d'État, ça vaut pour l'ensemble des juridictions. C'est le pouvoir qu'a le juge chargé d'appliquer la Constitution de l'interpréter, car on ne peut appliquer que ce qu'on est en droit d'interpréter, à moins qu'il n'existe un mécanisme de renvoi préjudiciel vers une autorité interprétative, ce qui me fournit une transition avec l'autre aspect, l'interprétation des traités. Là, on l'a déjà dit, c'est évidemment un domaine où le droit des étrangers a été directement à l'origine d'un revirement de jurisprudence, celui de 1990, dont a parlé François-Julien Laferrière, donc je n'y reviens pas. Et puis d'autre part, alors autre second grand aspect pour lequel les pouvoirs du juge ont été affectés par le contentieux des étrangers, ce sont les pouvoirs du juge des référés. Le pouvoir du juge d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires pour protéger. Alors, en quoi est-ce que ce pouvoir-là a été influencé par le contentieux des étrangers? Contrairement à tous les exemples que j'ai donnés jusqu'à présent, l'influence n'a pas pris la forme d'une évolution ou d'un revirement de la jurisprudence. L'influence a débouché sur une législation. C'est la grande réforme du référé administratif de l'an 2000 qui a créé ces instruments nouveaux, ou en tout cas rénovés, que constituent le référé suspension et le référé liberté. Alors, en quoi est-ce que tout de même c'est le contentieux des étrangers qui est à l'origine de la réforme législative? Parce que je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu un certain nombre d'affaires dans les années 90, notamment, qui sont venus au tribunal des conflits, à une époque où d'ailleurs j'étais également commissaire de gouvernement au tribunal des conflits, probablement la réforme du référé n'aurait pas eu lieu, en tout cas peut-être plus tard. Certainement la pression que les avocats ont exercée pour obtenir à toute force des mesures conservatoires de protection au bénéfice des étrangers, s'adressant aux besoins aux juges des référés civils, parce que le juge administratif des référés ne disposait pas d'instruments comparables, cette pression a été en grande partie à l'origine de la réforme de 2000. Donc on voit que le contentieux des étrangers n'a pas eu seulement des effets sur la jurisprudence, mais aussi des effets sur la législation, puisqu'ici c'est la loi qui est venue donner aux juges les moyens dont ils ne disposaient pas jusqu'alors et dont ils avaient manifestement besoin. Je m'étais fait l'avocat avec bien d'autres au Conseil d'État depuis longtemps déjà, depuis des années, de la nécessité d'une réforme profonde du référé administratif. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si j'ai utilisé mes 20 minutes, peut-être, mais en tout cas, je ne veux pas être plus long. Merci de votre attention. Parfait. Moins 3 minutes, je crois.